il semblerait que découvrir la seconde vie de son mari sur son ordinateur portable professionnel ne corresponde pas exactement à ce qu'ils entendent par « transformation numérique ». C'était un mardi, le 19 août 2024. Un après-midi parfaitement banal dans notre maison parfaitement entretenue de la banlieue chic de l'ouest parisien. Le genre de jour où le plus grand drame consistait à savoir si Thomas, mon fils de 12 ans, se souviendrait un jour de mettre ses chaussettes sales dans le panier à linge et si Chloé, ma fille de 9 ans, finirait par maîtriser ses tables de multiplication. Mon mari, Laurent, 40 ans, directeur de clientèle dans une entreprise technologique de la défense, était censé travailler à domicile dans son bureau de fortune aménagé dans le salon, ce qui, pour mémoire, signifiait généralement qu'il perfectionnait son swing de golf sur un simulateur virtuel tout en grognant occasionnellement dans un casque. J'étais dans la cuisine en train d'essayer de préparer un gratin sans gluten, sans sucre et sans joie pour le dîner parce que, vous savez, le bien-être. Laurent avait laissé son ordinateur portable ouvert sur le comptoir, probablement pour se servir un autre café artisanal de notre machine à expresso de luxe. Une notification est apparue, un petit aperçu de mail. Rien d'inhabituel jusqu'à ce que je voie l'expéditeur, Bérangère, et l'objet, je pense à toi. Et hier soir, ma première pensée a été, oh, Bérangère DRH. Elle envoie probablement juste un rappel passif-agressif concernant la formation obligatoire sur la diversité. Ma deuxième pensée, attends, hier soir? Ont-ils eu une réunion tardive sur les politiques RH? Ma troisième pensée, une gifle froide et brutale, non, ce n'était pas le cas. J'ai cliqué parce que, soyons réalistes, qui ne l'aurait pas fait? Ce qui a suivi était une classe de maître en infidélité moderne livrée directement sous mes yeux insoupçonnés. Ce n'était pas juste, je pense à toi, et, hier soir. C'était tout un roman, bon sang. Des pages et des pages d'échanges nauséabonds et mielleux ponctués d'émojis qui faisaient tourner mon estomac plus vite que Chloé sur des montagnes russes au parc Astérix. Je n'arrête pas de penser à notre week-end à Deauville, disait l'un d'eux. Ton sourire illumine mon open space, s'extasiait un autre. Je compte les minutes jusqu'à notre prochain dîner client, avait écrit Bérangère, suivi d'un visage faisant un clin d'œil qui m'a donné envie de jeter l'ordinateur à travers la pièce. Mon mari, Laurent Delorme, l'homme avec qui je partageais un lit depuis 15 ans, le père de mes 2 enfants, le gars qui laissait encore occasionnellement sa serviette mouillée sur le sol de la salle de bain malgré mes supplications répétées, menait apparemment une double vie. Et même pas une double vie cool, comme un agent secret ou une rockstar. Non, il avait une liaison clandestine avec Bérangère DRH. Bérangère, la femme qui envoie la newsletter de l'entreprise avec des images clipart. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau à beurre. Je suis resté là, le gratin oublié, l'odeur du chou frisé et du quinoa me semblant soudain être une cruelle plaisanterie. Mon cerveau, habituellement une machine bien huilée gérant les horaires de l'APE, association des parents d'élèves, et les listes de courses, s'est arrêté net. Puis, un autre type de pensée a commencé à bouillonner. Pas de la tristesse, pas même de la colère, pas encore. Juste une curiosité profonde, presque scientifique. Comment avais-je pu rater ça? Comment avait-il géré ça? Et plus important encore, comment allais-je m'assurer que tout le monde soit au courant? Parce que si Laurent pensait qu'il pouvait étendre son réseau social pour inclure une liaison avec les RH, alors j'étais sur le point de l'aider à devenir viral en interne, bien sûr, pour son entreprise. Voyez-vous, je suis Alice Delorme, 38 ans, une ancienne génie du marketing qui a troqué les salles de conseil pour les fils de covoiturage. Je ne suis pas du genre à pleurer dans un pot de Ben et Jerry's. Bien que, pour la petite histoire, j'ai lorgné sur le congélateur pendant une seconde. Non, je suis du genre à élaborer des stratégies, à optimiser, à assurer une portée et un engagement maximum. Et à ce moment précis, mon public cible était l'ensemble de l'écosystème professionnel de Laurent. Le choc initial s'est dissipé, remplacé par un calme froid et calculateur. Mes mains, qui tremblaient, se sont stabilisées. J'ai fait défiler d'autres emails, des captures d'écran de textos, et même quelques photos floues de ce qui ressemblait étrangement à un hôtel bon marché en Normandie. Tout était là, un chemin de miettes numériques menant tout droit au brasier qu'était devenu mon mariage. Tu sais, ai-je murmuré à la cuisine vide. On dit que la communication est la clé dans une relation. Et clairement, Laurent a beaucoup communiqué. Ma voix, habituellement douce, avait un nouveau tranchant, une acuité que je n'avais pas entendue depuis des années. C'était le son d'une femme qui venait de trouver son nouveau but. Et ce but n'était pas de préparer un autre gratin sans gluten.
Je ne cherchais pas la vengeance. Pas au sens mesquin du terme. Je cherchais la clarté, la transparence, un peu de responsabilité publique, façon parisienne. Laurent avait choisi d'étaler son linge sale dans la boîte de réception de Bérengère. J'allais juste m'assurer que le cycle d'essorage atteigne tout le monde. L'horloge du micro-ondes affichait 14h17. Laurent serait de retour à son bureau d'une minute à l'autre, probablement prêt à revenir sur certaines opportunités synergiques. Il ne se doutait pas que j'étais sur le point de créer une opportunité synergique de mon cru, une qui impliquait tout son département, son patron, et probablement même le personnel d'entretien sachant exactement quel genre de joueur d'équipe il était vraiment. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. La pensée de ce que j'allais faire m'envoya une décharge. Un mélange de peur et de puissance exaltante. Ce n'était pas seulement à propos de moi. C'était pour chaque femme qui avait été prise au dépourvu. Chaque épouse qui s'était sentie invisible. Il s'agissait de transformer une tragédie personnelle en message d'intérêt public. Et j'étais exactement la femme pour le livrer. Qui a besoin d'une confrontation dramatique quand on a le bouton « Répondre à tous » ? Je m'amusais, un sourire lent et méchant s'étalant sur mon visage. La question n'était pas de savoir si je le ferais, mais comment maximiser l'impact. Comment s'assurer que chaque personne dans ce bureau, de la trop enthousiaste Véronique Harel au stagiaire perpétuellement en train de commérer, Kevin, obtienne toute la vérité non édulcorée. Ce n'était pas juste un email. C'était une campagne marketing soigneusement organisée et hautement ciblée. Et le produit, Laurent Delorme, le désastre ambulant, trompeur, visiteur de Deauville et romantique des RH. La première étape était simple. Rassembler les preuves. J'ai méticuleusement copié chaque email incriminant, chaque texto gênant, chaque photo floue. Je les ai organisés dans un petit dossier soigné, un dossier numérique de la tromperie. C'était comme préparer une présentation pour un client, sauf que le client était tout le monde de l'entreprise de Laurent Delorme, et le produit était sa réputation brisée. Pendant que je travaillais, un étrange sentiment de calme s'installa en moi. La piqûre initiale de la trahison était toujours là, une douleur sourde, mais elle était éclipsée par une résolution féroce. Ce n'était pas de l'amertume. C'était de la stratégie. Il s'agissait de reprendre le contrôle d'un récit qui m'avait été volé, et j'allais l'écrire de main de maître. « Oh, Laurent !» chuchotai-je en fermant l'ordinateur portable avec un clic doux. « Tu viens de me donner le meilleur contenu que j'ai eu depuis des années. » Le jeu était lancé, et je jouais pour gagner. Le lendemain matin, mercredi 20 août 2024, s'est levé avec une sensation vive, presque festive. Le genre de jour où l'on sait juste que quelque chose de grand va se passer. Laurent, inconscient, fredonnait une horrible chanson de variété française tout en préparant son shake protéiné. Il m'a même donné un baiser sur la joue avant de partir, marmonnant quelque chose à propos d'une grande présentation aujourd'hui. Oh, chérie, tu n'as aucune idée à quel point elle est grande. J'ai attendu que les enfants soient bien partis pour l'école. Thomas sur son skate, Chloé sautillant vers l'arrêt de bus. Puis, avec une tasse de café tiède et un rythme cardiaque qui semblait étrangement normal, j'ai rouvert l'ordinateur portable de Laurent. Le dossier était prêt. Mes doigts volaient sur le clavier, rédigeant l'email qui résonnerait dans les couloirs sacrés de son entreprise technologique. L'objet, urge, un message spécial du bureau à domicile de Laurent Delorme. Je voulais que ça ait l'air officiel, quelque chose que personne n'oserait ignorer. Le corps de l'email était concis, professionnel et totalement dévastateur. Cher estimé collègue, commençai-je, canalisant mon drone d'entreprise intérieure. Il a été porté à mon attention que certaines synergies critiques et relations clients se sont développées en dehors des heures de bureau standard. En tant qu'épouse de Laurent Delorme depuis 15 ans, j'ai senti qu'il était de mon devoir d'assurer une transparence totale au sein de l'organisation, en particulier concernant les initiatives de renforcement d'équipe qui pourraient impacter la culture d'entreprise. Vint ensuite la pièce jointe, un PDF parfaitement organisé intitulé Laurent Delorme, engagement client non officiel et partenariat RH. À l'intérieur, j'avais compilé les emails les plus accablants, les textos les plus explicites soigneusement censurés pour la politique YouTube, bien sûr, mais l'implication était claire comme de l'eau de roche et ses photos floues de Normandie. J'ai même inclus une petite note à la fin. Pour plus de détails, veuillez contacter Bérengère DRH. Elle semble avoir une compréhension complète des activités hors site de Laurent. J'ai pris une profonde inspiration. Mon doigt planait au-dessus du bouton « Envoyer à tous ». Ce n'était pas juste envoyer un email. C'était lancer un missile tactique.
J'imaginais le halètement collectif, le silence soudain dans les open spaces, les chuchotements frénétiques autour de la machine à café. Ça allait être glorieux. Clic et juste comme ça, c'était fait. L'équivalent numérique de lâcher une grenade dans un goûter tranquille. J'ai fermé l'ordinateur portable, suis allé dans le salon et me suis assise sur le canapé, ressentant un étrange mélange de soulagement et d'anticipation. C'était comme attendre qu'un très bon accident de train se produise, en sachant que c'était vous qui aviez posé les rails. Mon téléphone a vibré. C'était Sophie, ma meilleure amie. Alice, est-ce que tu viens de... Est-ce que tu viens d'envoyer cet email? J'ai souri. Oh, tu l'as reçu. Alice, mon mari travaille 2 étages en dessous de Laurent. Tout le bureau est en feu. Véronique Harel vient d'envoyer un email intitulé Pensée inspirante du jour, l'intégrité compte, et c'est clairement à propos de Laurent. J'ai gloussé. Véronique, toujours fidèle à elle-même. Et Kevin, le stagiaire, il imprime apparemment des copies et les distribue comme des flyers pour une soirée électro. Sophie a poussé un cri perçant. Un mélange d'horreur et de joie dans sa voix. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai simplement facilité la communication, Sophie, ai-je répondu en sirotant mon café désormais froid. Laurent a toujours dit qu'il appréciait la transparence. Je l'ai juste aidé à l'atteindre. Le reste de la journée a été un flou d'appels téléphoniques et de textos. Mon téléphone explosait comme si c'était les premiers jours des soldes. Certains appels provenaient d'amis sincèrement inquiets, d'autres de connaissances mutuelles qui venaient clairement à la pêche au potin, et quelques-uns de numéros que je ne reconnaissais pas, probablement des gens qui avaient reçu l'email et étaient juste curieux de connaître la femme derrière le rideau numérique. Laurent est rentré ce soir-là, l'air d'avoir été percuté par un camion, puis écrasé par un rouleau compresseur, et enfin peut-être passé dans un lave-auto rempli d'acide. Ses cheveux habituellement parfaitement coiffés étaient ébouriffés. Sa cravate était de travers, et son visage avait une teinte livide que je n'avais pas vue depuis qu'il avait essayé de monter des meubles IKEA tout seul. Alice, a-t-il beuglé, jetant sa mallette sur le sol avec un bruit sourd. Au nom de tout ce qui est saint, qu'est-ce que tu as fait? J'ai levé les yeux de mon livre. Une romance historique que j'essayais de finir depuis des semaines. Oh, bonjour chérie. Dure journée au bureau, demandai-je, feignant l'innocence. Ta grande présentation ne s'est pas bien passée? Ma grande présentation était un email à l'échelle de l'entreprise détaillant ma vie privée, rugit-il, la voix brisée. Bérangère est au RH, Alice. Au RH. Elle menace de me poursuivre pour préjudice moral. J'ai haussé un sourcil. Préjudice moral? Intéressant. Je suis assez sûr que c'est ma réplique étant donné que je viens de découvrir l'escapade secrète de mon mari à Deauville avec Bérangère des RH. A-t-elle mentionné la partie où elle couchait avec un homme marié? Il bafouilla, sans voix pendant un moment. Comment as-tu même? Où as-tu eu ces emails? Oh, tu as laissé ton ordinateur portable ouvert, chérie. Il me suppliait pratiquement de jeter un coup d'œil. Tu sais, la curiosité est un vilain défaut, mais elle a aussi exposé un mari infidèle. Une question de compromis. J'ai souri doucement. Ma carrière est ruinée. Ma réputation est en lambeaux, gémit-il en passant une main dans ses cheveux. Tout le monde sait. Mon patron m'a appelé dans son bureau. Il a dit que c'était une faute professionnelle grave. Eh bien, chérie, tu te conduisais certainement de manière professionnelle, n'est-ce pas, répliquai-je en fermant mon livre. Surtout avec Bérangère, j'ai entendu dire que son open space s'illumine quand tu souris. Son visage est passé de la couleur du pu à un violet marbré. C'est de la folie. Tu es folle. Le suis-je? Je me suis levé, marchant vers lui. Ou suis-je juste une femme qui en a finalement eu assez d'être manipulée? Pendant 15 ans, Laurent, j'ai été l'épouse solidaire, la maman de l'école, celle qui faisait tourner cette maison de rêve de banlieue pendant que tu chassais les synergies et les relations clients. Il s'avère que certaines de ces relations étaient un peu trop synergiques. Les enfants sont entrés à ce moment-là, rentrant de l'école, inconscients de l'incendie émotionnel qui faisait rage dans le salon. « Maman, je peux avoir un goûter ?» demanda Thomas, se dirigeant déjà vers le garde-manger. Laurent se redressa immédiatement, tentant de se composer un visage. « Et les enfants, comment s'est passée l'école ?» Sa voix était tendue, comme un mauvais acteur essayant de jouer un père normal. Je l'observais, un sourire sardonique jouant sur mes lèvres. Ce n'était que le début.
L'email n'était que l'acte d'ouverture. Le vrai drame, la vraie humiliation restait à venir. Et moi, Alice Delorme, j'étais prête pour mon rôle principal. Plus tard dans la nuit, après que les enfants se furent endormis, Laurent a essayé de parler, d'expliquer, de s'excuser. C'était une performance pathétique et mal répétée. Il a essayé de blâmer Bérangère, puis le stress au travail, puis même moi pour ne pas être compréhensive. Tu sais, Laurent, dis-je en le coupant. Je ne vais pas rester assise ici à t'écouter tourner ça de manière à ce que ce soit ma faute. Tu as fait ton lit, littéralement, avec Bérangère DRH. Maintenant, tu vas devoir te coucher dedans, et je suis assez sûr que toute l'entreprise sait exactement quelle qualité de drap tu préfères. Il a tressailli. L'expression sur son visage était inestimable. De la honte pure et non frelatée mélangée à une bonne dose de peur. C'était un spectacle magnifique, et c'était juste l'élan dont j'avais besoin pour continuer cette histoire. Les jours suivant la grande bombe par email de 2024 furent une classe de maître en chaos contrôlé. Laurent, le pauvre, a essayé de sauver ce qui restait de sa vie professionnelle, mais le mal était fait. Les chuchotements le suivaient comme une mauvaise eau de Cologne. Sa grande présentation a été reportée indéfiniment. Bérangère DRH, j'ai entendu dire par les bruits de couloir merci, Sophie, et les potins du bureau de ton mari avaient été réaffectés à un poste à distance dans un autre département. Pauvre Bérangère, ou pas. Pendant ce temps, ma vie, qui avait été un bourdonnement tranquille de domesticité, est devenue un tourbillon de consultations juridiques et de planification stratégique. Je ne faisais pas que l'exposer. Je démantelais notre vie commune, brique par brique douloureuse et hilarante. Un après-midi, en triant de vieux documents financiers pour mon avocat spécialisé en divorce, Maître Hérault, un homme dont l'humour pince sans rire égalait presque le mien, je suis tombé sur quelque chose qui m'a glacé le sang, puis l'a fait bouillir d'une fureur vertueuse. Ce n'était pas juste une liaison. C'était de la manipulation financière. Caché dans un dossier étiqueté « Opportunité d'investissement, ne pas déranger », se trouvaient des documents détaillant un investissement important que Laurent avait fait dans une société écran, une société qui, après une inspection plus approfondie, semblait canaliser de l'argent vers un compte offshore. Et le bénéficiaire? Pas moi, pas les enfants, mais un fonds fiduciaire créé pour une future personne à charge, daté de seulement 6 mois auparavant. Mon cœur martelait mes côtes. Une future personne à charge? Bérangère était-elle enceinte? Ou était-ce un plan de secours pour une autre famille secrète? L'audace pure de la chose m'a laissé momentanément sans voix. Laurent ne faisait pas que tromper. Il siphonnait activement nos biens matrimoniaux, planifiant une vie qui n'incluait clairement ni moi ni nos enfants. Ce n'était pas juste une trahison. C'était un braquage financier prémédité. Eh bien, n'est-ce pas juste un petit rayon de soleil, ai-je murmuré, un rire sombre m'échappant. Il s'avère que mon mari n'était pas seulement un homme à deux visages. C'était un véritable architecte financier de la tromperie. J'ai immédiatement appelé Maître Hérault. Sa voix calme et posée a été un baume pour mes nerfs en furie. Alice, cela change tout, a-t-il dit, le ton sérieux. Cela passe d'un simple cas de divorce à un cas impliquant une fraude potentielle et une dissimulation d'actifs. Nous pouvons lui réclamer beaucoup plus. Mon esprit, toujours avec quelques coups d'avance, a commencé à s'activer. Il ne s'agissait plus seulement d'obtenir ma juste part. Il s'agissait de justice poétique. Laurent se croyait si malin, si discret. Il pensait pouvoir me déjouer, moi, la mère au foyer qui ne s'inquiétait que de l'entraînement de football et du chou frisé bio. Oh, comme il avait tort. Maître Hérault, dis-je, la voix ferme. Je veux m'assurer que Laurent Delorme ressente chacune des conséquences de ses actes, financièrement, socialement, professionnellement. Je veux qu'il sache ce que c'est que de voir son monde soigneusement construit s'effondrer autour de lui. Nous pouvons certainement viser cela, Alice, a-t-il répondu, une pointe de sourire dans la voix. Nous devrons rassembler plus de preuves, mais c'est un point de départ très fort. Les semaines suivantes furent un flou de réunions, de dépositions et de recherches nocturnes. Je suis devenu une experte en comptabilité judiciaire, en fiducies offshore et dans les subtilités du droit du divorce français. J'ai même commencé à suivre des cours en ligne de planification financière. Qui savait que la trahison pouvait être si éducative? Laurent, pendant ce temps, était une catastrophe ambulante. Son entreprise l'avait mis à pied, dans l'attente d'une enquête interne sur la violation de la conduite professionnelle,
un terme sophistiqué pour dire « Nous savons que vous couchez avec les RH et que vous volez du temps à l'entreprise ». Il a essayé de nier le compte offshore, prétendant que c'était un investissement secret pour notre retraite. Oh, vraiment, Laurent ? Ai-je lancé impassiblement lors d'une de nos réunions de plus en plus hostiles avec nos avocats. Parce que le fonds fiduciaire stipule explicitement un futur personne à charge, pas une future retraite pour Alice et les enfants. À moins que tu ne prévoies de prendre ta retraite avec Bérengère et un enfant illégitime au Caïman, je pense que nous avons une légère divergence ici. Son visage, déjà pâle à cause du stress, devint encore plus blanc. Il bafouilla. Il tempêta. Il essaya de changer de sujet, mais Maître Hérault, un pitbull en costume Hugo Boss, ne lâcha pas prise. Je trouvais une joie perverse à le regarder se tortiller. Pendant des années, j'avais eu l'impression de marcher sur des œufs autour de Laurent, essayant de maintenir la paix, essayant de maintenir l'illusion de notre vie de banlieue parfaite. Maintenant, je cassais les œufs pour faire une omelette de sa misère. Mes amis, surtout Sophie, étaient mon roc. « Tu es un accident de train, Alice », m'a dit Sophie autour d'un verre de vin bien mérité un soir. Mais tu es un accident de train magnifique. Comme une explosion parfaitement chorégraphiée. Merci, dis-je en choquant mon verre contre le sien. J'embrasse juste mon côté chic de catastrophe ambulante. J'ai commencé à faire des plans pour mon propre avenir. Avec les enfants qui grandissaient, je savais que je ne pourrais pas rester mère au foyer éternellement. J'ai dépoussiéré mon vieux portfolio de marketing, commencé à réseauter, et même envisagé de lancer ma propre entreprise de conseil. La trahison, ironiquement, m'avait donné le coup de pied aux fesses dont j'ignorais avoir besoin. C'était comme une année sabbatique forcée, mais avec plus de frais d'avocat et moins de détente. Les enfants étaient étonnamment résilients. Thomas, toujours pragmatique, se souciait surtout de savoir si sa Xbox fonctionnerait toujours après le divorce. Chloé, ma petite empathique, était triste, mais aussi curieuse. Maman, pourquoi papa est allé à Deauville avec Bérengère, demanda-t-elle un soir. Eh bien, ma chérie, expliquai-je, essayant de rester adapté à son âge. Papa a fait de très mauvais choix quant aux personnes avec qui il passe son temps. Et parfois, quand les gens font de mauvais choix, il y a des conséquences. Comme quand j'ai mangé tous les biscuits avant le dîner, demanda-t-elle. Exactement comme ça, chérie, répondis-je, réprimant un rire. Sauf que les biscuits de papa coûtaient beaucoup plus cher. Alors que la procédure de divorce avançait, Laurent devenait de plus en plus désespéré. Il a essayé de couper mes cartes de crédit, de bloquer les comptes bancaires, mais j'avais toujours une longueur d'avance grâce à Maître Hérault et à ma nouvelle culture financière. Chaque mouvement qu'il faisait, je le contrais. C'était comme une partie d'échecs, et je jouais enfin pour gagner. Le plus gros obstacle était la maison, notre beau sanctuaire de banlieue. Laurent voulait la vendre immédiatement, partager les bénéfices, mais je savais que c'était le foyer des enfants, leur stabilité, et avec la découverte du compte offshore, j'avais un moyen de pression. Il essaie de cacher des actifs, Alice, conseilla Maître Hérault. Si nous pouvons prouver qu'il essayait activement de vous escroquer, le tribunal le verra d'un très mauvais œil. Nous pouvons faire pression pour une plus grande part du patrimoine conjugal, y compris la maison. La pensée de garder la maison, de donner à mes enfants un sentiment de continuité au milieu du chaos, a alimenté ma résolution. Laurent pensait pouvoir s'éloigner de notre vie, de ses responsabilités, et repartir à zéro avec sa réserve secrète et sa liaison RH. Mais j'étais sur le point de lui montrer que le karma avait un tableur très détaillé. Ce n'était plus seulement de la colère. C'était un démantèlement stratégique. Et la meilleure partie, c'est qu'il n'avait toujours aucune idée de ce que je savais vraiment. Le jour de l'audience finale du divorce est arrivé, vif et froid. Tout comme mes sentiments pour Laurent, je suis entré dans le tribunal de grande instance, la tête haute, portant un tailleur de femme d'affaires qui criait « Je suis sérieuse, et mon affaire est de prendre tout ce qui t'est cher ». Laurent, en revanche, avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans et 6 mois. Son costume était froissé, ses yeux injectés de sang, et il tirait nerveusement sur sa cravate. Bérengère, heureusement, n'était nulle part en vue. Probablement encore dans son bunker RH à distance. La salle d'audience était étonnamment calme, à l'exception du bruissement des papiers et du murmure bas du juge. Maître Hérault, mon aigle juridique, était l'image de la confiance calme. L'avocat de Laurent, un homme aux cheveux gominés nommé Maître Tissot, avait l'air perpétuellement agacé. L'audience a commencé,
une danse fastidieuse de jargon juridique et de divulgation financière. Laurent, sous serment, a essayé de minimiser l'affaire, la qualifiant de bref manque de jugement. Il a essayé d'expliquer le compte offshore comme une tentative mal avisée d'investissement surprise pour la famille. C'était tellement transparent et pathétique. Puis ce fut notre tour. Maître Hérault, avec la précision d'un chirurgien, a étalé les preuves, les emails, les textos, les reçus de l'hôtel de Deauville. Oui, j'avais trouvé cela aussi, grâce à un peu de fouille numérique et à un détective privé très utile. Et puis la pièce de résistance, l'analyse financière détaillée du compte offshore, prouvant qu'il avait été créé spécifiquement pour m'exclure, moi et les enfants, avec une clause de « future personne à charge », qui a fait lever plus d'un sourcil judiciaire. Madame la Présidente, a déclaré Maître Hérault, sa voix claire et ferme. Les actions de Monsieur Delorme démontrent non seulement une infidélité, mais une tentative délibérée et calculée d'escroquer son épouse et ses enfants. Ce n'était pas un manque de jugement, mais une dissimulation systématique d'actifs matrimoniaux conçus pour financer une nouvelle vie aux dépens de sa famille. Le visage de Laurent est passé de pâle à fantomatique. Il avait l'air sur le point d'entrer en combustion spontanée. Maître Tissot a bondi, objectant, mais la juge, une femme au visage sévère qui avait l'air d'avoir tout vu, lui a fait signe de s'asseoir. Monsieur Delorme, a dit la juge, sa voix coupant l'attention. Les preuves présentées ici peignent un tableau très inquiétant. Vos tentatives de dissimulation d'actifs sont une affaire grave. Compte tenu de la nature flagrante de votre conduite, tant personnelle que financière, je statue en faveur de Madame Delorme. Et puis le coup de massue est tombé. La juge m'a attribué le domicile conjugal en totalité, citant la mauvaise conduite financière de Laurent. Elle m'a également accordé une prestation compensatoire substantielle ainsi qu'une pension alimentaire pour les enfants dépassant de loin ce que j'avais initialement espéré. Le compte offshore a été gelé dans l'attente d'une enquête plus approfondie, avec la forte possibilité qu'il nous soit entièrement attribué, à moi et aux enfants, à titre de dommages et intérêts. Laurent a laissé échapper un halètement étranglé. Il m'a regardé, les yeux écarquillés par l'incrédulité et une horreur naissante. C'était le regard d'un homme qui venait de réaliser qu'il avait non seulement perdu la partie, mais qu'il avait été totalement déjoué par la personne qu'il pensait pouvoir écarter facilement. C'est scandaleux, a-t-il finalement réussi à bégayer. Ma carrière est déjà ruinée. Vous me laissez sans rien. Je me suis penché en avant, un petit sourire entendu sur le visage. Oh, Laurent, ai-je chuchoté, juste assez fort pour qu'il entende. Tu ne te retrouves pas sans rien. Tu te retrouves avec les conséquences de tes choix et beaucoup de temps libre pour y réfléchir. La bataille juridique était terminée, mais les conséquences sociales ne faisaient que commencer. Les nouvelles vont vite dans notre bulle de banlieue, surtout quand cela implique une famille éminente et un scandale RH. Laurent est devenu un paria. Ses anciens collègues, même ceux qui s'étaient initialement sentis désolés pour lui, le voyaient maintenant comme un tricheur et un fraudeur. Ses parents, qui avaient initialement essayé de me blâmer pour avoir brisé la famille, ont rapidement changé de ton quand ils ont réalisé que leur fils risquait des poursuites judiciaires pour mauvaise conduite financière. Ils étaient plus préoccupés par leur réputation au country club que par la boussole morale de leur fils. Bérangère, j'ai entendu dire, avait été discrètement licencié de son poste à distance. Sa carrière dans les RH était effectivement terminée. Il semblait que ses relations clients l'avaient finalement rattrapé. Justice poétique, en effet. La maison, notre foyer, était maintenant vraiment la mienne. Je ne me sentais pas triomphante. Pas d'une manière jubilatoire, mais plutôt un profond sentiment de soulagement. C'était un espace où mes enfants se sentaient en sécurité, une fondation pour notre nouveau départ. J'ai commencé à redécorer, peignant par-dessus les murs beiges sur lesquels Laurent avait insisté, imprégnant la maison de ma propre personnalité. C'était comme changer de peau. Un après-midi, j'étais chez Leroy Merlin en train de choisir de nouveaux échantillons de peinture quand je suis tombé sur un ancien collègue de Laurent. Il avait l'air mal à l'aise, mais j'ai souri. « Et, Alice » a-t-il marmonné. J'ai entendu dire que les choses ont été intéressantes. « Oh, tu n'as pas idée » ai-je répondu, attrapant un pot de bleu océan serein. Mais, au moins j'en ai tiré une belle histoire et une maison. J'ai fait un clin d'œil. Il a effectivement ri. Les enfants se sont remarquablement bien adaptés. Thomas, qui a maintenant presque 13 ans, était occupé par le collège et ses amis, demandant occasionnellement des nouvelles de son père, mais se concentrant surtout sur sa propre vie. Chloé, 10 ans,
est une artiste en herbe, sa chambre couverte de dessins colorés qui sont infiniment plus intéressants que n'importe quel organigramme d'entreprise que Laurent a jamais produit. Ils se sont adaptés avec une résilience qui fait franchement honte à la plupart des adultes. Ils voient leur père, mais ils voient aussi une mère qui s'est défendue, qui a reconstruit sa vie et qui, surtout, fait toujours des biscuits maison d'enfer. Laurent, j'ai entendu dire, avait emménagé dans un petit appartement à Paris. Il avait du mal à trouver un nouvel emploi, sa réputation le précédant. Le titre de directeur de clientèle venait maintenant avec un astérisque géant. Il essayait de voir les enfants, mais ses visites étaient gênantes, tendues. Il était l'ombre de lui-même, un homme dépouillé de sa façade soigneusement construite. La vengeance n'a pas été un moment explosif soudain. Ce fut un démantèlement lent et délibéré, une justice poétique qui s'est déroulée sur des mois. Il ne s'agissait pas de le faire souffrir pour le plaisir de le faire souffrir. Il s'agissait de s'assurer que ses actions aient des conséquences réelles et tangibles. Et elles en ont eu. Il a perdu sa femme, sa maison familiale, sa sécurité financière et son statut professionnel. Tout cela à cause de quelques emails mal avisés et d'un week-end secret à Deauville. J'ai regardé les nuanciers de peinture dans ma main, pensant aux nouvelles couleurs vibrantes que j'apportais dans ma vie. Le passé était derrière moi, un chapitre désordonné et chaotique que j'avais clos avec un bruit sourd et satisfaisant. L'avenir était brillant, ouvert et entièrement le mien. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment, merveilleusement libre. Cela fait plus d'1 an que la grande bombe par email de 2024 a explosé. Et laissez-moi vous dire, les retombées ont été étonnamment libératrices. Ma vie, autrefois un tableau de banlieue méticuleusement organisé, est maintenant un chef-d'œuvre vibrant et légèrement chaotique de ma propre création. La maison, autrefois un monument aux sensibilités beige de Laurent, est maintenant un kaléidoscope de couleurs, reflétant la nouvelle moi, plus audacieuse. La cuisine, où j'ai découvert la trahison, bourdonne maintenant de rire et de l'arôme de vraie nourriture délicieuse, pas seulement de gratin sans joie. Laurent, eh bien, disons simplement que sa transformation numérique a été plutôt une implosion numérique. Il est toujours dans ce minuscule appartement, m'envoyant occasionnellement des emails frénétiques disant que les paiements de la pension alimentaire sont trop élevés, que je transfère rapidement à Maître Hérault. Sa carrière est, dirons-nous, dans un état permanent de congé administratif. J'ai entendu dire qu'il avait essayé d'obtenir un emploi chez un concessionnaire automobile, mais même eux ont apparemment fait une vérification des antécédents. Il s'avère qu'être connu comme le gars qui a trompé sa femme avec les RH et essayé de cacher de l'argent à l'étranger n'est pas un excellent argument de vente pour des berlines d'occasion. Bérangère des RH. Elle a apparemment déménagé dans un village perdu de la Creuse et travaille comme consultante indépendante en éthique au travail. L'ironie est si épaisse qu'on pourrait l'étaler sur une baguette. J'ai failli lui envoyer un panier de fruits de félicitations, mais je me suis souvenu que mon budget sarcasme était limité. Les enfants s'épanouissent. Thomas, maintenant âgé de presque 13 ans, navigue dans les eaux dangereuses de l'entrée au lycée, complètement imperturbable face au drame parental. Il a même commencé à s'intéresser au codage, ce qui, je l'espère secrètement, le mènera à développer une application qui signale les emails RH suspects. Chloé, 11 ans, est une artiste en herbe. Sa chambre est couverte de dessins colorés qui sont infiniment plus intéressants que n'importe quel organigramme d'entreprise que Laurent a jamais produit. Ils se sont adaptés avec une résilience qui fait franchement honte à la plupart des adultes. Ils voient leur père, mais ils voient aussi une mère qui s'est défendue, qui a reconstruit sa vie et qui, surtout, fait toujours des biscuits maison d'enfer. Quant à moi, Alice Delorme, je suis retournée sur le marché du travail non pas en tant qu'employée, mais en tant que fondatrice de Phoenix Solutions Marketing. Accrocheur, non. Je me spécialise dans l'aide aux petites entreprises pour élaborer leur récit de marque. Et oui, j'offre occasionnellement une consultation bénévole pour les femmes naviguant dans leur propre transformation numérique. Mon expertise en exposition stratégique s'est avérée étonnamment précieuse. Qui savait qu'un mari infidèle pouvait être un si grand catalyseur d'affaires? J'ai appris quelque chose au cours de la dernière année. Premièrement, ne jamais sous-estimer une femme avec un ordinateur portable et un sens clair de l'injustice. Deuxièmement, le karma n'est pas seulement un concept. C'est un tableur méticuleusement organisé avec une impressionnante fonction, répondre à tous. Et troisièmement, parfois les plus grandes trahisons mènent aux plus grandes libérations. Je pensais que mon identité était liée au fait d'être l'épouse de Laurent Delorme. Maintenant, je suis juste Alice. Alice Delorme, qui dirige sa propre entreprise,
élève 2 enfants incroyables et savoure occasionnellement un verre de vin sur sa terrasse, regardant le coucher de soleil sur sa propre maison, très colorée et très à elle. Toute cette épreuve a été un voyage brutal, hilarant et finalement stimulant. C'était un rappel que même lorsque votre monde implose, vous avez le pouvoir de le reconstruire, morceau par morceau sarcastique. Vous pouvez transformer votre tragédie personnelle en numéro de stand-up, votre chagrin en plan d'affaires et l'infidélité de votre ex-mari en un conte moral pour l'éternité. Alors, si jamais vous vous retrouvez à regarder un email suspect, un reçu de Deauville ou un fonds fiduciaire pour une future personne à charge, souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas une victime. Vous êtes une stratège. Vous êtes une conteuse. Et vous avez le pouvoir d'écrire votre propre fin. Assurez-vous simplement qu'elle soit virale. Vous savez, je dis souvent à Sophie lors du brunch, certaines personnes font une crise de la quarantaine. J'ai eu une révélation de la quarantaine et honnêtement, c'était beaucoup moins cher qu'une voiture de sport. Et c'est, mes amis, l'histoire de comment j'ai nettoyé ma boîte de réception et, ce faisant, nettoyé ma vie. Il s'avère que la meilleure façon de gérer un accident de train est d'être celle qui conduit.